Bonjour, donc on va aborder le volet numéro 4, ça y est, je commence à m'embrouiller, du cycle de conférences de la réforme de la formation professionnelle. Et le thème aujourd'hui, c'est ce qui change dans les dispositifs de formation. Alors on va aborder ce sujet toujours sur le projet de loi tel qu'adopté par le Conseil des ministres le 27 avril 2018 et vous avez toujours à côté un diaporama très complet sur le sujet et je vous invite vivement à le regarder puisque c'est un domaine extrêmement ample et il faudra s'y reporter. Ça vous apportera beaucoup de choses. On va aborder le sujet sur 4 points. On va d'abord regarder le dispositif de formation initiale, l'apprentissage, en quoi il change, et c'est le point essentiel de la réforme. Les dispositifs de formation professionnelle continue, les autres dispositifs, et on fera, comme à l'habitude, une synthèse générale. Alors, le dispositif de formation initiale, l'apprentissage, c'est le point central de la réforme donc, du 27 avril 2018, du projet de loi. Ce projet de loi va changer la définition d'apprentissage, il va changer les relations entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis et l'apprenti, et puis il crée un nouveau dispositif qui s'appelle de préparation à l'apprentissage. Premier point qui change, c'est la définition de l'apprentissage. Jusqu'à ce jour, l'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Dans le projet de loi tel qu'adopté au Conseil des ministres du 27 avril 2018, l'apprentissage va avoir 2 missions, concourir aux objectifs éducatifs de la nation, ceci ne change pas, mais on ajoute et contribuer à l'insertion professionnelle. C'est et contribuer et c'est pas et ce faisant contribuer à l'insertion professionnelle. Donc c'est vraiment 2 missions qui sont mises au même niveau. Ce qui explique que l'apprentissage change de place, il est mis dans la formation professionnelle. On a vu que c'est une action de la formation professionnelle, ce qui pose la question, est-ce que l'apprentissage est toujours de l'éducation ou de la formation professionnelle continue? Deuxième changement, c'est les relations entre le CFA, l'employeur et l'apprenti. Je vous ai indiqué sur cette scie carrée les modifications. Il y a l'âge du jeune, il y a la durée du contrat d'apprentissage, la date d'exécution, de début d'exécution du contrat d'apprentissage, la rupture du contrat d'apprentissage, les formalités, la mobilité internationale et européenne, le maître d'apprentissage et l'aide en faveur de l'employeur. On n'aura pas le temps de regarder tous ces 8 thèmes. En revanche, le diaporama associés les aborde. Donc on va faire simplement des focus maintenant sur ce qui est le plus important. Le reste est important, mais il a fallu choisir entre ces 8 thèmes. Ce que j'ai choisi d'abord, c'est l'âge de l'apprenti. Nouveau principe, on peut entrer en apprentissage dès lors qu'on est âgé entre 16 et 29 ans. Donc nous passons de l'âge limite de 26 ans à 29 ans et on supprime parallèlement l'expérimentation que la loi du 8 août 2016 avait instituée, à savoir on pouvait déroger à l'âge de 26 ans dans certains territoires et dans certaines conditions. Autre focus qu'on va faire, c'est sur les formalités de l'apprentissage. À ce jour, tout employeur qui veut embaucher un apprenti doit signer un contrat d'apprentissage et le faire enregistrer par un organisme consulaire. Dans le projet de loi, il n'y a plus de formalité d'enregistrement du contrat d'apprentissage. L'employeur sera tenu de le déposer auprès de l'opérateur de compétences dans des conditions qui seront définies par décret. Troisième focus que je voulais faire, c'est le focus sur le maître d'apprentissage. Aujourd'hui, le maître d'apprentissage doit remplir 3 conditions. Il doit être majeur, il doit avoir des conditions de moralité et des conditions de compétences professionnelles. Le point que le projet de loi modifie, c'est ce dernier critère, c'est les conditions de compétences professionnelles. Ces conditions de compétences professionnelles sont définies aujourd'hui dans le Code du travail, partie réglementaire. Le projet de loi prévoit qu'il n'y aura plus de partie réglementaire, il appartiendra aux branches de fixer les conditions de compétences professionnelles dans le cadre d'un accord ou d'une convention collective. C'est seulement quand il n'y aura pas de convention ou d'accord collectif que le décret s'appliquera. Je ne sais pas, premièrement, ce que prévoira le décret. Est-ce que ça sera les mêmes conditions qu'aujourd'hui? Nul ne le sait aujourd'hui. Mais le point le plus important qu'il faut retenir, c'est la difficulté que va poser cette règle nouvelle qu'on donne aux branches. Est-ce que la branche du bâtiment prendra les mêmes règles que celle de la métallurgie? Est-ce que la métallurgie prendra les mêmes règles que celle de l'agriculture, etc. C'est la question de l'égalité de l'appréhension du maître d'apprentissage et de ses missions.
Est-ce qu'elle sera la même d'une branche à une autre? Est-ce que les branches seront tentées d'être moins fermes qu'aujourd'hui? On ne sait pas. Ou est-ce qu'elles seront plus fermes qu'aujourd'hui? On ne le sait pas. Donc c'est un problème qui est très important, car tout dépend dans la qualité de l'apprentissage. C'est du maître d'apprentissage que tout dépend. Autre point qu'on va aborder, c'est la rupture anticipée du contrat d'apprentissage. Le projet de loi maintient deux principes. Le principe que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'employeur ou l'apprenti pendant les 45 premiers jours d'exécution du contrat de formation en entreprise, de façon unilatérale, sans motif. Chacun peut rompre le contrat d'apprentissage, ce principe est maintenu. Il maintient aussi le deuxième principe que passé ce délai de 45 premiers jours d'exécution du contrat d'apprentissage en entreprise, l'un et l'autre peuvent se mettre d'accord, l'employeur comme l'apprenti, pour rompre de façon anticipée le contrat d'apprentissage. Ce qui change, c'est la suite. Et qu'est-ce que c'est la suite? On sait très bien que quand il n'y a pas de commun accord, passé ce délai de 45 premiers jours, l'employeur ou l'apprenti doit engager une action contentieuse devant les prud'hommes pour trois motifs. Il y a trois motifs que l'un ou l'autre peuvent opposer à l'un et à l'autre. C'est les manquements répétés de l'autre partie à ses obligations, c'est la faute grave ou c'est l'inaptitude à exercer le métier. Ça vaut essentiellement bien sûr pour l'apprenti. Le projet de loi change complètement cela et il prévoit un système très différent de rupture anticipée par l'employeur ou par l'apprenti quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il prévoit aussi un autre changement, c'est de mettre en place une procédure d'exclusion définitive de l'apprenti par le CFA. Quand l'apprenti est exclu par le CFA de la formation, l'employeur a un système différent, il peut le garder, il ne peut très bien aussi ne pas le garder. Je ne vais pas entrer plus dans le détail, je vous renvoie sur le diaporama où vous avez des dessins qui vous expliquent très bien ce que prévoit le projet de loi sur ces deux changements très importants. On va regarder simplement maintenant le dernier focus, c'est le dispositif de préparation à l'apprentissage. Dans le projet de loi, on nous dit que ce dispositif nouveau a pour objectif d'accompagner des personnes qui souhaitent s'orienter ou se réorienter vers l'apprentissage. Donc c'est un système d'accompagnement. Qu'est-ce que recouvre le mot accompagnement? Est-ce que ça recouvre de la formation? Est-ce que ça recouvre d'autres dispositifs? Ceci est à vérifier, sera vérifié dans le projet de loi quand il sera abordé par le Parlement. Le point qui est écrit, c'est que qui va mettre en place cette préparation à l'apprentissage? On nous dit les centres de formation d'apprentis, ça rentre dans leur périmètre, mais ça peut être aussi des organismes ou des établissements qui figureront sur une liste déterminée par un arrêté interministériel. Donc ce ne sera pas qu'une prérogative des centres de formation d'apprentis. Si on a bien évoqué l'apprentissage, maintenant on va aborder les dispositifs de formation professionnelle continue. Qu'est-ce que prévoit le projet de loi adopté le 27 avril 2018? Il prévoit des changements profonds concernant le plan de formation, concernant aussi le compte personnel de formation. Il prévoit une suppression des congés de formation, congés de formation individuels de formation, congés de bilan de compétences, congés de VAE. Il prévoit aussi la suppression de la période de professionnalisation. Et puis il apporte de légères retouches au cadre du contrat de professionnalisation. On abordera essentiellement les deux premiers volets, le CPF, le plan de formation, les congés de formation et la période de professionnalisation. Alors sur le plan de formation, qui est un point essentiel puisque ça concerne les entreprises, d'abord une nouvelle domination, qu'est-ce qui change? Le plan de formation, ce ne sera plus le mot à utiliser, on parle désormais de plan de développement des compétences des salariés. On définit un nouveau cadre de départ du salarié dans le cadre de ce plan de développement des compétences qui est très important, qui change tout, et je vous invite vraiment à regarder le diaporama qu'on vous a préparé, puisque ce nouveau cadre de départ est très différent d'aujourd'hui. On ne distinguera plus les actions d'adaptation au poste de travail, on ne distingue plus les actions de développement des compétences, on part sur un nouveau cadre. Et on supprime d'ailleurs ces deux catégories. Ce qui est conservé, en revanche, ce n'est pas parce que les deux catégories, actions d'adaptation, actions de développement des compétences sont supprimées, que ces deux catégories ne font pas partie des obligations de l'employeur. L'employeur a toujours l'obligation d'adapter son salarié, de veiller au maintien de ses compétences pour tenir l'emploi ou d'évoluer dans l'emploi, et il peut toujours proposer des actions de développement des compétences. Ces obligations ne changent pas, mais elles ne sont plus déclinées dans le plan de développement des compétences.
Si on regarde maintenant le CPF, qu'est-ce qui est conservé? Le CPF est toujours arrimé au compte personnel d'activité. Il ne faut pas oublier que depuis 2016, le CPF n'est plus autonome. Le CPF, c'est un élément du compte personnel d'activité. Cela, ça ne change pas du tout. Ce qui va changer, en revanche, c'est les modalités du CPF, c'est-à-dire le fait qu'on ne le compte plus en heures, il n'est plus alimenté en heures, il va être alimenté en euros. On va renforcer ses droits pour certains publics, notamment les publics qu'on estime les plus défavorisés. Le rôle de la Caisse des dépôts et consignations se trouve élargi. On va s'inscrire à la formation par le biais de la Caisse des dépôts et consignations, et c'est la Caisse des dépôts et consignations qui va se voir investir de payer l'organisme de formation. Et puis, point aussi qui est important, on définit dans un nouveau cadre les actions éligibles au CPF. Et c'est ce point-là qu'on va aborder essentiellement. Désormais, on va donc avoir un cadre en 3 volets, les actions définies éligibles au CPF. On nous dit que c'est des actions de formation sanctionnées par des certifications enregistrées au RNCP, par des certifications, des attestations de validation de titres de compétences, c'est des certifications habilitation enregistrées dans le répertoire spécifique, ça c'est la première boîte. Deuxième boîte, on nous définit 5 autres actions éligibles, dont le bilan de compétences et l'action de VAE, et puis on nous supprime, c'est surtout ça qui est très important, les fameuses listes nationales et régionales, extrêmement compliquées, on recensait toutes les formations de ces catégories qui pouvaient ouvrir droit au CPF. Mais il n'empêche que si la définition change, elle est aussi importante puisqu'il va falloir se repérer notamment sur la première boîte qui est très différente de la boîte actuelle. Si on regarde le CPF, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le CIF disparaît, on va le voir tout à l'heure, mais je le dis maintenant pour mieux comprendre cette diapositive. Le CPF disparaît et on met en place un nouveau CPF, c'est le CPF de projet de transition professionnelle. En fait, c'est un CPF qui va viser à permettre aux salariés de suivre des formations longues puisqu'il a un projet de transition professionnelle. On met en place une commission paritaire interprofessionnelle qui va apprécier sa pertinence et décider de sa validation. Le salarié ne pourra mettre en œuvre ce CPF que s'il fait une autorisation d'absence à son employeur. Donc c'est un CPF qui ne pourra pas exercer hors temps de travail. L'employeur se fera rembourser par l'opérateur de compétences. Donc on ne sait pas le rôle de la commission paritaire avec cet opérateur de compétences pour ce remboursement. Et le projet sera financé par l'opérateur de compétences. Autre dispositif, qui est le projet de loi adopté le 27 avril 2018 met en place, il fait évoluer le conseil en évolution professionnelle, il fait évoluer aussi l'état des lieux à 6 ans du parcours professionnel du salarié, il révise un petit peu la préparation opérationnelle à l'emploi, ça je vous renverrai sur le diaporama en appui, et puis il maintient le cadre juridique du bilan de compétences et de la VAE qui ne bouge pas, ça ceci est une bonne nouvelle. On va aborder le conseil en évolution professionnelle, 4 changements majeurs. Il n'y a plus de mise en œuvre du CEP dans un cadre du service public régional de l'orientation. Cette notion disparaît. Le CEP n'est plus arrimé aux régions pour la partie régionale. Il y a un CEP mais qui sera national. Il ne sera plus arrimé au service public régional de l'orientation. Je préfère le répéter pour que ce soit bien clair. Dans le projet de loi, on définit ce que doit faire l'opérateur en CEP, ce qui n'était pas l'optique prise par la loi du 5 mars 2014. La loi du 5 mars 2014 avait défini un cahier des charges et c'est à l'intérieur du cahier des charges qu'on voyait les missions de l'opérateur. Là, on a les missions de l'opérateur et puis on a toujours ce cahier des charges, mais qui va être redéfini puisque l'État nous dit qu'il y a une nouvelle offre de service du CEP qui va être définie par arrêté ministériel. Et puis on a des nouveaux opérateurs qui vont être mis en place et notamment il va y avoir des opérateurs régionaux qui vont être désignés par France Compétences. État des lieux à 6 ans du parcours professionnel. À ce jour, donc, il y avait des conditions. L'employeur, c'était le moyen pour lui, il devait justifier à son salarié, premièrement, qu'il avait fait les entretiens, qu'il avait proposé une formation, qu'il avait proposé l'acquisition d'une certification, d'éléments de certification, et qu'il avait aussi proposé une progression soit fonctionnelle, soit en salariale. Désormais, il devra justifier, en plus de tout ceci,
qu'il a fait une proposition d'abondement du CPF pour au moins une durée équivalente au droit acquis. Donc, synthèse de ces évolutions en matière de dispositifs de formation. On va essayer de le faire de façon précise, avec une comparaison, comme toujours. À ce jour, les dispositifs existants, on a toujours l'apprentissage. On a l'apprentissage aujourd'hui. L'apprentissage est maintenu, mais le projet de loi le bouleverse totalement. Le projet de loi, sa cible principale, c'est l'apprentissage. Et on verra quand on abordera les financements, ça sera la taxe d'apprentissage. À ce jour, on a des dispositifs de formation professionnelle. Ils bougent peu, mais ce qui bouge beaucoup, ça va être le plan de formation, ça va être le CPF. À ce jour, dans les dispositifs existants, si on prend le plan de formation, donc plan de formation, le mot disparaît, on va parler de plan de développement des compétences et on va définir un nouveau cadre de départ des salariés. CPF, il est maintenu, il est toujours arrimé, ça existe toujours, mais on va refondre les droits des salariés, on raisonne en euros, on renforce les droits pour les salariés les moins qualifiés, on crée un CPF de projet de transition professionnelle et on redéfinit les formations éligibles, on enlève les listes. Si je regarde les dispositifs existants, si on continue, la période de professionnalisation, les congés de formation disparaissent, sont supprimés dans le projet de loi sans autre forme de procès. Le congé de formation, on répète, ça devient le compte personnel, vous voyez, je me mélange, le compte personnel de formation de projet de transition professionnelle. Et sur les autres dispositifs, hormis le bilan de compétences et la VE qui ne bougent pas, le CEP et l'état des lieux sont complètement révisés. Prochain rendez-vous, donc c'est la réforme de la formation, toujours volet 5 cette fois-ci, ce qui change dans le financement de la formation professionnelle.